Sheila, si la vie était un chemin, il ressemblerait à quoi? Un labyrinthe. Comment? Un Un labyrinthe. labyrinthe. Avec plusieurs issues pour aller dans une même direction. Sauf que ça serait pas un labyrinthe avec des issues fermées en fait. Tous les chemins mènent quelque part. Et chaque chemin est différent. Comment on peut repérer dans la vie de tous les jours ces différents chemins? En s'écoutant, en s'observant agir, en faisant le lien en comment on se sent par rapport à l'action qu'on vient de poser. Si on pose une action et que ce sont d'une certaine façon, la façon à laquelle tu vas faire l'expérience de l'action que tu viens de poser, c'est un bon indicateur de si tu vas sur un chemin qui est simple, qui est léger, ou si tu vas sur un chemin qui est un peu plus, qui demande un peu plus d'effort. Ce que j'entends là, c'est comme une forme de choix, de chemin. Au moment où tu as un choix de chemin à faire, qu'est-ce qui peut alerter le corps ou l'esprit qu'on est face à un choix? Déjà, on est face à un choix quand on ne sait pas ce qu'on veut faire. Quand on est, est-ce que je fais comme ci, est-ce que je fais comme ça. Quand c'est pas fluide, Hmm. on est déjà face à un choix. Donc on fait l'expérience, on crée l'expérience d'être face à un choix. Ce qui n'est pas forcément nécessaire de créer cette expérience. Mais il y a des moments où ce qu'on vit, c'est tellement fort qu'on peut pas c'est un peu plus difficile de se recentrer sur soi pour continuer les schémas tout simplement. Et on crée l'expérience du choix parce qu'on n'arrive pas à s'écouter. Et on crée cette dualité des choix. Si je fais le lien avec ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est comme si en fait si on était aligné en permanence, il n'y avait pas de choix à faire puisqu'on serait dans une certaine fluidité et que finalement ce choix arrive au moment où on n'est plus aligné. Exactement, c'est ça. Si on est aligné, il n'y a pas de choix parce que les choses se font et comme quand on est allé voir la charrette, que finalement c'était juste un indicateur que c'était par là le chemin, tu vois. Donc les choses se font tout seul, tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu es comme dans un mouvement, comme au lot. Donc on en revient à écouter sa petite voix intérieure. Et pour toi, elle est comment ta voix intérieure? Tout à l'heure, tu parles d'avoir vu une charrette qui t'a incité à changer de chemin. Qu'est-ce qui a fait que cette charrette est arrivée et qu'est-ce qui fait que tu l'as vue? En fait, dans cette expérience-là, c'est mon regard qui s'est posé là-bas et qui a trouvé ça. J'ai vu une certaine magie, en fait. Comment, pourquoi, inattendu. Quelque chose d'inattendu qui a attiré ma curiosité, mon attention. Et c'est intéressant comme question parce que quand j'ai regardé de cette direction, j'ai eu comme un mouvement intérieur, quelque chose de gai qui m'a tiré vers là-bas. Et On en revient à ce que tu expliquais tout à l'heure en regardant les fourmis, cette espèce de joie intérieure qui dirige notre corps vers un endroit précis. Dans ta vie, à quel moment tu as déjà ressenti cette joie? était vraiment
très, très présente, cette même manifestation de la joie, parce qu'elle peut se manifester de plusieurs façons, plusieurs tonalités. Elle était vraiment très présente quand j'étais enfant, en fait. Cette joie plutôt curieuse d'aller voir ce qui se passe là-bas. Cette envie de découverte. Sans peur, sans crainte. Pour les fans. Ce que j'entends derrière cette joie, c'est une curiosité et une envie de découvrir. Oui. De découvrir et de se découvrir, parce que quand on rentre en relation avec quoi que ce soit, ça peut être un nouveau travail, ça peut être des personnes nouvelles, ça peut être les moutons, les fourmis. Quand on rentre en relation avec tout ce qui nous entoure, c'est une façon de rentrer en relation avec soi-même aussi, de se découvrir. C'est une découverte extérieure, mais intérieure aussi en même temps. Tu n'as pas les mêmes comportements face à des moutons que face à des fourmis, que face à des personnes, que face à un nouveau travail. C'est comme si tu pouvais explorer différentes facettes de toi-même, différentes dimensions de ton être, par ce biais-là. C'est canon. Et dans les accompagnements que tu proposes, qu'est-ce que tu fais pour reconnecter les gens à leur joie intérieure? En soi, j'ai pas la sensation de faire quelque chose. Du moment que la personne, elle vient et que dans sa tête, il y a une certaine clarté de ce qu'elle cherche, c'est parce qu'elle l'a déjà trouvé, mais qu'elle ne sait pas comment le conscientiser, on va dire, comment l'engrammer, comment prendre conscience que c'est déjà là. Et je suis juste... on va dire que ce que j'ai fait, c'est... S'il fallait dire que je fais quelque chose, c'est un retournement de regard, en fait. Je vais juste, en posant des questions, en écoutant la personne, l'amener à regarder au bon endroit pour qu'elle puisse se rendre compte qu'est-ce qu'elle cherche, c'est déjà présent. Alors aujourd'hui, dans la société, on parle beaucoup de yang, d'énergie tournée vers l'extérieur et du faire. Est-ce que tu dirais que tu réveilles le yin en chacun des gens que tu accompagnes pour qu'ils portent un regard intérieur sur eux? Qu'est-ce que pour toi le yin? Alors, j'ai un problème avec les concepts. J'aime pas beaucoup parler de yin, de yang, de façon générale, parce que on ne sait jamais ce que la personne met derrière. Des fois, souvent des voies, des pratiques spirituelles, ça signifie pas la même chose. Mais j'aime bien cette notion d'intérieur-extérieur, en fait, je préfère. Et disons que l'énergie, elle doit se tourner vers l'extérieur parce que sinon elle ne peut pas créer. Sinon elle reste... elle n'existe pas d'une certaine façon. Donc c'est normal que ça tourne vers l'extérieur parce qu'elle a besoin de créer, de sentir son propre mouvement. Et donc, ce que je viens faire, c'est
amener à la personne à continuer à créer, mais cette façon, mais maintenant de façon consciente en fait, parce qu'on est tout le temps en train de créer, qu'on le veuille ou pas, c'est notre nature. Les Asiatiques parlent de chi, d'énergie, de créatrice au niveau du deuxième chakra, du chakra sacré. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça? J'aime pas beaucoup cette histoire des chakras non plus, parce que parce qu'en fait, ça vient conceptualiser quelque chose qui n'a pas besoin d'être conceptualisé. Et si on est tout, on peut pas être divisé en chakra sacré, chakra machin, chakra. En fait, on est la vie, on est la source, on est la manifestation, Dieu, un mouvement. En fait, c'est pas, on peut pas résumer ça à un chakra. Mais pour aller dans ce terrain, la vision que j'ai plutôt de ça, c'est que on n'est pas les chakras. Moi, je ne vais pas répondre à ta question spécifiquement, parce que ça ne vient pas pour moi de rentrer dans quelque chose de spécifique. On n'est pas notre chakra. On va dire que cette notion de chakra, ça fait partie des outils qui permettent de soutenir l'expérience de l'incarnation. Mais ce n'est pas quelque chose, on va dire, on est au-delà de tout ça. Les grands artistes, les grands créatifs, ceux qui créent la vie et qui créent quelque chose dans un art, où ils parlent de flow, de connexion à quelque chose d'énergétique, une forme de transe. Quel lien tu fais entre la créativité d'un grand artiste et ta connexion au troupeau de moutons tout à l'heure? En fait, quand on parle des trans, on parle souvent d'un état. Et c'est quoi cet état? C'est un état d'alignement pour moi. C'est un état avec lequel on ne se pose pas de questions et on suit le mouvement de sa main. C'est à ce moment-là que on laisse que nous sommes vraiment se manifester. Et ça peut se manifester quand la personne est en train de dessiner, mais ça peut se manifester aussi quand mamie fait sa super soupe. Ça peut se manifester. C'est quand on est dans un lâcher-prise que lâcher-prise est un concept aussi, mais que ce que nous sommes vraiment peut se manifester. Et en lien avec l'expérience avec les moutons, c'est cette sensation d'unité. Je ne suis pas peintre, mais est-ce que les peintres à ce moment-là, il n'a pas la sensation d'être la main, d'être les pinceaux, d'être aussi la peinture, de faire partie de tout ce qui est en train de faire la création de son œuvre? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion, ça c'est intéressant de demander à un peintre ça. C'est pas cette notion de je fais un, ce que je suis en train de faire, mais un avec la partie matérielle, mais aussi avec l'énergie qui vient faire le mouvement de ma main. Cette sensation d'unité, est-ce que ça ne serait pas cette transe qui peuvent sentir aussi les personnes qui font de l'escalade, d'être un avec la montagne en même temps qu'ils sont en train de l'escarper?
Tu dirais que la transe, c'est une forme de connexion à cette énergie qui nous relie tous. Je dirais que la transe est un concept C'est un mot qu'on à a porter sur une sensation. exactement, qu'on met beaucoup de choses derrière aussi, mais on a tous été en transe à un moment donné. Quand on regarde un coucher de soleil et qu'on est émerveillé, c'est une espèce de transe. Et j'ai encore plus loin, l'expérience humaine, c'est déjà un état de transe en fait. Un état de transe duquel on s'éloigne chaque jour et où chaque jour la vie essaye de nous ramener par des choix sur cet état initial. Tu dirais ça ou... En fait, ce qui se passe quand tu es en état de transe, c'est pour ça que j'ai dit que la vie est un état de transe, c'est qu'en fonction des... Tout ce que tu vis, tu vas l'interpréter en fonction de là où tu es et en fonction des croyances du moment. Et donc, dans cette transe de la vie, ton interprétation de la vie viendra directement de tes croyances, des filtres que tu as mis. Ça va venir donner une teinte à cet état. Et c'est partout pareil, que ce soit dans ce plan matériel ou dans un plan un peu plus éthéré. Ça sera toujours teint un peu de notre croyance. Si quelqu'un part en transe, par exemple dans une transe un peu plus poussée, avec des sens internes, tout ce qu'elle verra dans sa transe est en lien aussi. S'il a peur des démons, elle verra des démons, par exemple. Tout ce que tu peux expérimenter, ça sera toujours en lien avec ce à quoi tu crois et là tu es. Cet état de transe, est-ce que tu dirais que c'est un retour à notre état initial, avant notre incarnation? Et si oui, qu'est-ce qui pousse l'homme à se reconnecter à cette transe, à rechercher cette forme d'unité? Je vais changer le nom trans par alignement parce que c'est plus neutre pour moi. Donc je dirais que oui, c'est notre nature d'être aligné. On l'était quand on était enfant. On était carrément très alignés. Et ce qui me vient, c'est parce qu'on a les souvenirs de cet alignement qu'on les cherche en fait. On sait qu'on a perdu quelque chose, perdu, pas vraiment parce que c'est toujours là, mais qu'on a dévié notre regard, on va dire, de notre tas véritable. Et comme on a les souvenirs de ça, c'est ce qu'on essaye de rechercher. Souvent à l'extérieur, très souvent. Mais c'est les souvenirs de cet état de grâce, en fait, qui nous appelle, en fait. Je dirais ça. Il nous appelle, je dirais plutôt. C'est comme quand tu fais une promenade, tu sais, dans les contes. Les enfants font une promenade et ils laissent des petites miettes derrière pour retrouver le chemin de retour. C'est la même chose. On va dire que cet état de grâce est toujours là, en train de... Nous, on a envie d'explorer, d'aller voir des choses, et cet état de grâce, il est toujours fidèle. Et qu'est-ce qui se passe chez les gens qui perdent leur chemin dans la forêt, comme le petit Pousset? C'est quand il n'y a pas un équilibre, pour moi, entre l'intérieur et l'extérieur qu'on perd les chemins dans la forêt.
quand on est trop concentré sur les chemins, mais qu'on ne s'écoute pas. Mm. On regarde droit devant et on ne regarde pas à côté. C'est l'éloignement avec d'autres parties de nous-mêmes. Et comment toi tu fais chez la Hernandez pour mettre ta conscience entre l'intérieur et l'extérieur et trouver cet équilibre? J'apprends à m'écouter. Et c'est une question qui a plusieurs facettes. Donc, je dirais, j'apprends à m'écouter et à savoir comment ça fonctionne chez moi, en fait. Comment... Et alors, par exemple, sur la facette, qu'est-ce qui te fait dire que tu es trop à l'extérieur? Quand je ne trouve pas de plaisir dans ce que je fais. Quand ça n'a pas de goût, en fait. Quand il n'y a pas de joie intérieure, quand il n'y a pas d'excitation, quand c'est froid, mécanique. Comme si ça ne t'appartenait pas, c'était extérieur à toi. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu es trop dans l'intérieur? S'il y a une envie de m'isoler, mais qui apporte pas... C'est pareil, en fait, pour moi, mon thermomètre, c'est la joie. Si j'ai envie de m'isoler et que je suis en joie, c'est que c'est bon. Mais si j'ai envie de m'isoler, mais que il y a ce sentiment d'être isolé, c'est que je suis trop à l'intérieur. Est-ce que tu dirais que c'est une forme de souffrance? Ouais, je dirais que c'est une forme de souffrance. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Souffrance avec un manque de quoi? D'être trop à l'intérieur. Qu'est-ce que tu risques de manquer quand tu es trop à l'intérieur? En fait, c'est pas une question de manque, c'est une question de... Quand tu es trop à l'intérieur, pour moi, tu as oublié qui tu es. Tu as oublié que tu fais partie d'un tout. C'est une forme de déconnexion au monde extérieur. Des négations, je dirais. Et tu peux pas nier le monde extérieur sans te nier toi-même. Parce que ça fait partie de toi aussi. C'est une façon de se renier, en fait. Tu t'accueilles pas toi-même sans te rendre compte. C'est dire non à la vie. Ouais. Merci Sheila.